Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire consacré à un sujet qui touche toutes les équipes de maintenance et de field services. Je veux parler de la planification des ordres de travail. Je suis Franck Albini, je suis responsable commercial France pour SOA People et je suis accompagné de... De Christophe Lavetsky. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis consultant en maintenance. Ça fait 15 ans que je travaille chez SOA People. Et moi ici, je suis responsable du produit Ready for Asset Management, en fait, qui va être une couche au-dessus des SAP pour améliorer en fait toute la partie planification au sein des organisations de maintenance. Donc, SOA People, c'est qui? C'est quoi? SOA People, c'est une société, voilà, une ESN qui travaille exclusivement sur les solutions SAP. Nous sommes implantés dans 10 pays euh, dans le monde, principalement en Europe, mais aussi en Turquie. On est à peu près 1200 à travailler pour SOA People. Et en France, on est implanté sur 4 sites différents, Paris, Lyon, Strasbourg et Sophia Antipolis. Voilà. Donc, ma première question, elle est toute simple, c'est vos équipes planifient-elles leurs interventions avec des outils digitaux? Si vous êtes ici, je pense que non. Donc c'est plutôt avec, et là si on est honnête, euh, dans beaucoup d'organisations, la planification ressemble encore à un puzzle géant. On a un bout d'Excel, voilà, dans lequel on va essayer de créer du VBA et créer des tableaux de Gantt. On a pas mal d'échanges par mail ou par téléphone, et même parfois, on a encore des tableaux blancs dans un atelier avec des post-it ou avec des fiches cartonnées qui permettent effectivement de lister les interventions et la périodicité et le planning de celles-ci. Ça fonctionne, ça on ne se le cache pas, jusqu'au jour où ça ne fonctionne plus. Et là, ça devient vite des retards d'intervention, des ressources mal allouées, des coûts cachés, et au final, une baisse de la performance euh, et de la satisfaction client avec souvent des planificateurs au bout du rouleau. Voilà. Donc, c'est précisément ce gap que nous allons traiter aujourd'hui. Hein. Euh, et dans ce gap, on a trois douleurs majeures que l'on rencontre chez nos prospects ou chez nos clients qui ont installé R4AM. C'est la perte de temps en saisie et en travail administratif. Vos techniciens ne sont pas la clé en main, mais plutôt ont un clavier en main pour rédiger et faire des comptes rendus. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils passent le plus de temps avec la clé en main. Un manque de visibilité de par les responsables de la maintenance, les chefs d'atelier, les directeurs d'usine, qui ne leur permettent pas effectivement de travailler en temps réel, mais plutôt d'avoir un travail à l'aveugle et qui ont du mal à prioriser les urgences. Et puis, en bout de chaîne, souvent des clôtures dotées qui sont incomplètes. La plupart de nos clients qui ont maintenant installé R4AM avaient auparavant bah, pratiquement 65% des ordres de travail qui n'étaient pas clôturés. Donc, ces trois douleurs, ensemble, souvent, réduisent la performance de vos lignes de production, réduisent la performance de votre maintenance et induisent intrinsèquement des coûts cachés qui peuvent représenter jusqu'à 20% des coûts de la maintenance. Voilà. Donc, avec Christophe, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est effectivement comment vous allez pouvoir simplifier et fiabiliser la planification et l'ordonnancement, avoir une visibilité en temps réel de vos ressources et de vos interventions, de réagir rapidement face aux imprévus et surtout de piloter votre performance à 360 degrés. Je vais laisser Christophe continuer sur le sujet. Merci Franck. Et donc, pour illustrer un peu ce que Franck vient de nous raconter, donc, ce qu'on rencontre le plus souvent du temps, c'est un système qui est non intégré et qu'on pense satisfaisant. Donc, c'est ce que Franck dit avec ses coûts cachés. Et donc, en fait, on se rend compte que la plupart de nos clients ont SAP PM, donc pour la maintenance. Ils ont à côté encore un autre programme pour les ressources humaines et un fichier Excel. Et en fait, le planeur, lui, son but, ça va être de consolider toutes ces données, en fait, pour faire le meilleur planning possible dans Excel. Alors, pour conséquence, en fait, on va avoir plusieurs versions de la vérité. Alors, pourquoi? Parce que le planificateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord se rendre dans SAP.
il va reprendre la liste des ordres préventifs, correctifs qu'il aura retrouvés. Il va les extraire dans Excel. Et à ce moment-là, il va commencer à travailler avec les dates possibles, les personnes possibles pour telle et telle intervention. Alors bien sûr, certaines personnes sont malades ou en vacances, donc il va devoir consulter un système de ressources humaines. Il va aller copier les données et les retranscrire dans son fichier Excel. Mais bien sûr, SAP PM et le software de ressources humaines ne vont pas s'arrêter de travailler. Ils vont continuer à générer des données, des absences, des ordres de maintenance, des avis de maintenance. Et donc, à ce moment-là, on va devoir mettre à jour le fichier Excel avec les nouvelles données qui viennent des SAP. Et donc, on va avoir plusieurs versions de la vérité parce qu'on va faire de nouveau une extraction de SAP pour le rajouter dans Excel. Peut-être qu'entre-temps, on aura déjà envoyé un email à quelqu'un avec le planning actuel qui va le falloir réenvoyer avec le nouveau planning. Et donc, ça veut dire qu'il y a un peu d'anarchie Excel, comme on dit, donc plusieurs versions de la vérité. La deuxième conséquence, c'est la non-intégration. Alors, Excel, c'est magnifique. On peut travailler avec des couleurs, tout est flexible. Mais si je modifie une date dans Excel, elle ne sera pas modifiée dans SAP. Si je modifie le planning de quelqu'un, ça ne sera pas modifié non plus dans SAP. Alors, la conséquence, c'est que SAP est très très fort en fait par rapport à tout ce qui est calcul des capacités et des ressources nécessaires pour faire un travail. Et donc dans SAP, lorsque vous modifiez une date, il va faire tous ces calculs en arrière-plan. Et bien sûr, en Excel, ce n'est pas possible. Donc la troisième conséquence, c'est qu'il y a un manque de transparence. On ne sait plus où aller voir quelle information, qui a dit quoi à qui, et donc ça crée une certaine anarchie. Et Franck en a parlé, c'est les 20% en fait derrière de temps perdu à poser des questions, à aller voir dans différents endroits pour une même information qui peut vraiment générer ce manque de transparence. Alors souvent, nos clients ont la tentation d'aller vers une GMAO autonome. Ils se disent, ah, ben on va prendre une GMAO métier autonome qui s'occupe vraiment à 100% de la maintenance. Pourquoi? Parce que SAP est un généraliste. Et en tant que généraliste, SAP fait les choses intégrées de manière pas correcte, mais parfois il y a des trous de raquette. Et on se dit toujours, cette GMAO autonome, elle va régler tous les problèmes. Alors, quand les gens font le choix d'une GMAO autonome, généralement, ils ont déjà SAP pour tous les autres départements de l'entreprise. Et donc, ça fait que, au niveau des assets de maintenance, si on regarde ici ce qu'il y a sur le slide, bien sûr, dans SAP, on n'aura aucune visibilité sur quelles sont les machines qui sont installées, quels sont les postes techniques, etc. Mais bien sûr, dans la GMAO, on aura toutes nos données, puisqu'en fait, c'est un mini ERP pour la maintenance qui n'est pas connecté à votre système SAP. Tout ce qui est au niveau coût de maintenance, donc la comptabilité, contrôle de gestion, ils vont avoir aucune visibilité sur les différents coûts, quelles sont les tendances, est-ce qu'il y aura plus de correctifs que de préventifs, quels sont les problèmes que l'on rencontre, tout ça c'est en fait invisible pour les gens qui travaillent dans SAP. Et donc ça veut dire qu'ils vont devoir communiquer entre eux dans des réunions, etc., pour retrouver ces chiffres. Alors un exemple qu'on voit très souvent, c'est au niveau des achats et des stocks, une double saisie qui est nécessaire lorsqu'on travaille avec une GMAO autonome. Pourquoi? Parce que, bien sûr, au niveau de la maintenance, on a cette GMAO, mais au niveau des achats, on a un département achat en fait, qui s'occupe de tout ça avec un processus qui est en place, etc. Et donc, ce que les gens vont faire, c'est dans leur système de GMAO, ils vont dire, tiens, je vais acheter ceci, je vais consommer telle pièce en stock. Et ensuite, il faut se rendre en fait dans SAP pour faire un double encodage. Et enfin, un des derniers points, ce n'est pas tous les points, mais c'est les points majeurs, c'est la disponibilité des machines. Donc généralement, quand toute l'entreprise a SAP, ils ont aussi SAP PP, Production Planning, pour tout ce qui est production. Et bien sûr, ils vont générer dans ce département-là des ordres de production avec des machines. Ils vont dire, à tel jour, je travaille sur telle chaîne de production. Et donc, elle sera indisponible pour tous les ordres de maintenance pour lesquels il faut démonter la machine ou bien pour les tâches critiques. Bien sûr, quand on est dans SAP, tout ça c'est intégré. On peut voir, tiens, je produis sur la machine à tel moment, et donc je ne vais pas pouvoir intervenir. Et même inversement, la production va pouvoir voir, tiens, la maintenance arrive demain, ils ont ça et ça à faire, il faut que j'éteigne ma machine à temps pour qu'elle soit refroidie, il faut ceci, il faut cela. Et donc, il y a plusieurs choses à faire en amont. Ici, ces données de production ne sont pas visibles dans la GMAO autonome. Et donc, le réflexe, c'est de se dire, tiens, on va mettre en place une interface. Une interface qui va permettre d'envoyer toutes ces données pour que ça soit beaucoup plus facile pour tout le monde. Et en fait, c'est ça le plus gros point noir en fait
c'est qu'une interface, on doit la maintenir dans SAP, mais aussi dans la GMAO. Dès qu'il y a une montée de version de l'un ou l'autre programme, eh ben à ce moment-là, il faut retester l'interface. Et donc, en fait, ici, il y a beaucoup de coûts en fait, cachés qui sont liés à l'IT. Et ceux qui sont dans l'IT le savent, hein, ce qui pose le plus de problèmes, en fait, sur les projets, c'est les données de base et les interfaces. Et donc, c'est pour ça que l'IT est généralement très frileuse. Voilà, et donc ça nous amène à toutes les conséquences que je viens d'évoquer. En fait, donc la maintenance travaille en silo, pas du tout avec les autres départements de l'entreprise. Et généralement, quand on a investi dans SAP, c'est justement pour avoir cette intégration. Et donc, on perd un peu l'intégration à ce niveau-là et on doit travailler avec des interfaces. Les temps administratifs peuvent augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a des doubles encodages et les données ne sont pas partagées. Ça rejoint un peu le premier point, la maintenance travaille en silo et donc les données ne sont pas facilement partagées avec les autres départements. Alors nous, ce qu'on a fait avec Ready for Asset Management, c'est qu'on a voulu en fait rester dans SAP, puisque nous, on est intégrateur SAP à 100%, et on a voulu faire en sorte que toutes les données qui sont cachées dans SAP puissent remonter à la surface et puissent aider en fait les utilisateurs dans leur travail journalier. Donc ici, je voudrais vous parler d'un cas d'usage dans l'industrie chimique et minière. C'est une usine qui se trouve en Angleterre, où en fait, ils avaient SAP PM qui était en place, mais ils n'avaient pas vraiment d'outil d'ordonnancement à proprement parler. C'était un outil qui leur permettait d'ordonnancer un ordre à une date. Et si ce n'était pas possible, il fallait le pousser dans le futur quelque part, sans vue à 360 degrés. Et donc ici, on a implémenté Ready for Asset Management, que vous allez voir dans un instant. Et on s'est rendu compte après quelques semaines que les ordres correctifs ont chuté de 50%. Ah. Et donc, on s'est dit, tiens, ça c'est vraiment une bonne nouvelle, et c'est dû à quoi? Et on s'est rendu compte aussi que le taux de planification a fortement augmenté. Pourquoi le taux de planification a fortement augmenté? Parce que ça a créé de la visibilité au sein de tous les départements de l'entreprise. Donc, la production a pu voir ce que la maintenance allait venir faire. La maintenance voyait quand la production produisait. On avait directement les disponibilités des techniciens en fonction de leurs absences et leur présence et leurs horaires. On voit également la réservation des outils. Certains outils sont nécessaires pour faire certaines tâches de maintenance et on ne peut pas planifier 2 tâches en même temps avec le même outil. Et donc, en fonction de toutes les contraintes que ces personnes avaient dans l'usine, ils ont réussi en fait à augmenter leur taux de planification, ce qui a fait chuter en fait le correctif. Et en même temps, comme ils avaient assez de capacité pour exécuter tout le préventif qui était nécessaire sans devoir l'ordonnancer plus loin dans le temps, mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient aussi moins de besoins en capacité et donc ils ont fait moins appel à de la sous-traitance. Et donc ça, c'est un peu la réaction en chaîne, en fait, lorsqu'on a un outil intégré qui permet d'avoir une visibilité à 360 degrés de ce qui se passe dans votre usine, au niveau des assets, au niveau des urgences, et permet d'avoir toute cette agilité, en fait, qui va permettre aux planificateurs ou aux superviseurs de réagir au bon moment et de la bonne manière. Voilà, alors ça, c'était pour l'introduction. Je vais vous montrer maintenant dans le système. Le temps qu'effectivement tu te connectes. Donc, pour rappel, R4M est un module codé en ABAP et intégré directement à votre SAP. Hein. Donc, il n'y a pas de batch supplémentaire. Toutes les données sont dans votre SAP. Nous, on vient juste implémenter un logiciel qui va vous permettre effectivement d'avoir toute cette facilité à utiliser la GMAO de bout en bout de la maintenance, hein, puisque là, on vous montre qu'un seul module qui est la planification, mais bien entendu, notre solution intègre la mobilité et plein d'autres modules qu'on vous montrera dans le futur. Donc, l'objectif, il est simple, hein, c'est que vous repartiez de ce webinaire avec une conviction claire, c'est que la digitalisation de la planification n'est pas seulement un gain de confort, c'est un véritable levier stratégique pour vos opérations industrielles. Voilà, je vais laisser la main maintenant pour la démonstration à Christophe, qui va vous montrer au réel notre solution. Merci Franck. Donc, vous allez peut-être vous demander, comment en fait ils ont fait pour atteindre 50% de diminution du correctif, augmenter leur taux de planification, etc. Et en fait, tout commence avec un cockpit opérationnel, un tableau de bord opérationnel où vous allez voir en fait ce qui se passe dans votre usine. Alors, on a d'abord une situation très simple où on a au niveau de vos statuts des ordres de travail, vous allez pouvoir voir où vous vous situez. Donc, on a autant d'ordres qui viennent d'être générés.
On a autant d'ordres qui sont prêts à être planifiés. On a tous ceux qui sont déjà ordonnancés. Et ensuite, quand c'est ordonnancé, on peut les affecter. Et donc, ici, on peut voir en fait combien d'ordres se trouvent dans chaque statut. On a également une vision sur la charge globale. Donc ici, pour les semaines à venir, on peut voir la différence entre la capacité, ici en bleu, et la charge qui se trouve ici en orange. Et on voit ça pour les semaines qui viennent. Bien sûr, c'est une charge non lissée, c'est juste une charge à la semaine dans ce cas-ci. On a bien sûr tout l'encours, donc tous les ordres qui existent dans le système. Et ensuite, tout en bas, ici, on a une vision sur ce qui pourrait altérer le planning. Alors, altérer le planning, ça peut être des nouveaux avis de maintenance qui ont été créés dans le système. Des ordres urgents, quelque chose vient de casser, il faut le réparer tout de suite. Des ordres qui sont en attente de pièces. Donc, si j'ai des ordres en attente de pièces, je ne vais pas pouvoir les exécuter tout de suite. Et donc, il faut que je trouve le meilleur moment pour pouvoir les exécuter. Et bien sûr, on a tout ce qui est en retard. Donc, ça, c'est bien sûr tout à la fin du processus. Donc, les techniciens n'ont pas pu exécuter le travail. Ces ordres sont en retard. Et donc, déjà, il faut aller voir pourquoi ces ordres sont en retard et quand est la prochaine fois où ils pourront être exécutés. Et bien sûr, en temps réel, on va à chaque fois calculer le taux d'adhérence au planning, en fait, semaine après semaine. Alors, ce tableau de bord opérationnel, ici, il est un peu chargé. On a mis pas mal de cartes qui sont visibles. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une carte. Bien sûr, on peut gérer les cartes. Donc, je vais pouvoir dire, je vais rajouter une carte. Je peux rajouter, par exemple, les ordres qui ont été clôturés. Je peux l'agrandir, la rapetissir. Je peux la mettre où je le souhaite en fonction de mon rôle dans l'organisation de maintenance, les informations dont j'ai besoin pour pouvoir travailler. D'accord? Donc, ce qui est aussi possible ici, c'est qu'on va pouvoir, en fait, analyser toute la charge en fonction de plusieurs données. Donc, si je me rends au niveau des avis, ici, vous voyez, j'ai 5 avis qui sont triés par priorité. Ici, je vois que c'est une priorité élevée pour les 5 avis qui sont là. Mais peut-être que si je regarde par poste technique ou bien par groupe de gestionnaires, eh ben, on peut voir comment, en fait, ces 5 avis se divisent. Et ici, j'en ai 5 pour le gestionnaire de la section du secteur 2 et j'en ai un pour le secteur 9. Et on peut faire pareil pour toutes les cartes, comme vous le voyez ici. Alors moi, je suis responsable du secteur 9 et du coup, moi, je vais en fait retirer, je vais filtrer en fait toutes les cartes par rapport à mon secteur. Donc moi ici, je vais me rendre dans mes filtres et je vais adapter toutes les cartes en fonction de mon secteur. Et donc ici, je me rends compte que ma situation n'est pas si mauvaise que ça. Et je me rends compte ici que dans tout ce qui pourrait bouleverser le planning, j'ai ici un avis dans mon secteur, donc ça c'est déjà intéressant, je vais aller voir de quoi il s'agit. J'ai un convoyeur en panne ici. J'ai accès au texte long, donc il faut téléphoner en urgence au fabricant pour nous livrer la pièce XB001 785. Très bien. Peut-être que le texte long est un peu plus long que la colonne, donc je vais me rendre ici. Je vois que tout y est. Très bien. J'ai même une photo, donc je vais me rendre ici pour afficher la photo. Effectivement, je vois la pièce en question qu'il faut remplacer. Mais très bien, donc ça c'est un des avis qui pourrait bouleverser le planning, puisque ça a l'air d'être assez urgent. C'est une priorité 1, 2 dans ce cas-ci, pardon. Ensuite, je me rends compte qu'il y a un ordre urgent, convoyeur P en panne. À mon avis, il s'agit de la même chose. Je vais me rendre dans un instant dans cette carte pour analyser ça plus en profondeur. Et en même temps, ce qui m'intéresse aussi, c'est de solutionner l'ordre en attente de pièces pour qu'il disparaisse en fait de ma carte. En effet, parce qu'en fonction de toutes mes actions que je vais exécuter ici, en fait, les ordres vont se déplacer d'une carte à une autre. Donc, ça veut dire que si l'ordre urgent est déjà planifié à quelqu'un, eh bien, il va disparaître de la carte ordre urgent. Si je trouve une date pour l'ordre qui est en attente de pièces, eh bien, à ce moment-là, il va disparaître de ma carte. Et moi, mon but, c'est de faire en sorte que toutes ces 3 cartes ici, elles soient vides. Pourquoi? Parce que mon but, c'est de régler vite la situation d'une manière agile et de la communiquer à tout le monde. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais me rendre ici dans les ordres urgents. Je vois que c'est le convoyeur en panne. Je vois que c'est le même poste technique. Eh bien, très bien. Moi, je vais me rendre directement dans l'outil de planification pour analyser la situation. Voilà la situation actuelle. Donc, on va vite parler de l'écran. Donc, dans l'écran, ici, il y a 2 parties principales pour le moment. On a la partie du haut où, en fait, on a nos équipes.
Et ensuite, à droite, ici, on voit jour après jour le ratio entre charge et capacité. Bien sûr, lorsqu'on va dépasser la capacité, le jour va se mettre en rouge. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai 38 heures de planifié sur 37 heures de disponible. Eh bien, ici, j'ai un problème pour le mardi 30. Et je vois que la capacité, en fait, est calculée de manière dynamique chaque jour. Si vous voulez ici, j'ai 52 heures, ici j'ai 37 heures. Tout ça, ça dépend en fait de l'intégration avec les données qui viennent des ressources humaines, donc les absences, les présences des techniciens, etc. Donc ça, c'est déjà la première situation que je peux analyser et solutionner. Ensuite, tout en bas, ici, j'ai l'activité. Alors l'activité qui a été ordonnancée, je vois que mes 2 ordres qui sont en retard, ils sont ici en fait. Ils étaient là vendredi et vendredi n'ont pas pu être exécutés. Je vois ici qu'il n'y a aucun temps confirmé par les techniciens. Donc ça veut dire qu'ils n'ont même pas pu les exécuter. Et je vois ici un ordre en bleu. Un ordre en bleu, ça veut dire que la machine n'était pas disponible. Donc ça veut dire qu'en fonction de toutes les interactions que j'ai avec le terrain, comme il s'agit d'un système intégré, eh bien, tout va se traduire ici par des couleurs, par des alertes qui vont me permettre, moi, de solutionner la situation. Voilà. Ensuite, si je me rends aujourd'hui, ben voilà, j'ai mon ordre. J'ai un ordre ici qui est rouge, tous les autres, ils sont verts. Et donc ici, la couleur a une signification également. Rouge, cela veut dire en fait que la pièce pour cet ordre n'est pas encore arrivée. Et comme on est dans un système intégré, on est complètement intégré à SAP. Ici, vous voyez, il me donne même la disponibilité de la pièce à la date du 1er octobre. Et donc ici, ben, la solution, elle est très simple en fait. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de capacité. Au niveau de mon activité, j'ai un ordre pour lequel il manque des pièces, puisque rouge, ça se traduit dans mon système ici, manque de pièces, par le manque de pièces. Et je vois à quelle date ça sera disponible. Ce que je vois également ici sont des zones grises et des zones blanches. Ça, en fait, ça va nous traduire la disponibilité des machines. Donc, si on travaille avec le module PP, par exemple, ou bien avec des révisions dans SAP, on va pouvoir faire le lien avec la maintenance et on va pouvoir afficher à l'écran la disponibilité des machines. Donc, si je reprends mon exemple ici, cet ordre-ci me dit que la pièce arrivera le 1er octobre, ce qui est demain. Mais demain, vous voyez, la machine n'est pas disponible, mais elle sera disponible le jeudi 2. Magnifique. Donc moi, ici, je sais quoi faire. Je vais prendre mon ordre, je vais le déplacer, et normalement, il va me solutionner toute la situation. Donc ça veut dire qu'au niveau de mon équipe, la charge sera acceptable. Au niveau des achats et de l'arrivée en stock, eh bien, je vois que la pièce sera disponible. Et d'ailleurs, quand la pièce est disponible, l'ordre il devient vert. Pourquoi? Parce que SAP PM, en arrière-plan, va recalculer tous les besoins en ressources. Et donc ici, il va se rendre compte que pour cette date-là, la pièce sera disponible. Et donc, il va automatiquement dire que cet ordre pourra être exécuté. Donc maintenant, j'ai solutionné la situation ici. Je vais me rendre ici pour mes 2 ordres en retard. Je vais les sélectionner et je vais les planifier le 2 octobre également. Je prends ici mon pop-up, j'ai tout ordonnancé en masse pour les ramener ici le 2 octobre. Et en même temps, je vais pouvoir le 2 octobre vérifier si j'ai assez de capacité pour exécuter tout ce que je bouge ici pour le 2 octobre. Et vous voyez, pour l'instant, tout est OK. Alors pour l'instant, je suis très content, mais je remarque autre chose ici. Donc dans SAP PM, vous avez des plans de maintenance et les plans de maintenance vont générer des ordres à intervalles réguliers. Ils ne vont pas générer tous les ordres pour l'année, ils vont juste générer le suivant. Et lorsque cet ordre-là sera clôturé, il va générer le suivant, etc., etc. Et ici, je me rends compte qu'on a un arrêt des machines, mais que ces 2 ordres-là vont être générés juste après. Je me rends compte également que j'ai encore assez de capacité aujourd'hui. Je vais pouvoir modifier l'ordonnancement des plans de maintenance pour leur dire non, génère cet ordre pour la date du 2 octobre. Et à ce moment-là, je vais pouvoir tout exécuter en ce moment. Il va également déplacer la charge en fait, de ce futur préventif et on va pouvoir vérifier si tout se passe bien. Vous allez voir, ça va solutionner la situation qui est ici. Donc voilà, ici, je viens de solutionner toute mon activité. Vous vous souvenez, dans mes cartes du Smart Cockpit, donc du tableau de bord opérationnel, j'avais des ordres en retard.
j'avais des ordres en manque de pièces, et ici, normalement, tout va disparaître. Alors, si vous vous souvenez, j'avais sélectionné un ordre qui était urgent. Et cet ordre qui est urgent, je peux le faire apparaître ici et le planifier au meilleur moment. Alors, qui dit urgent, ça veut dire aujourd'hui. Et donc, moi, mon but, ça va être de planifier cet ordre ici aujourd'hui, vérifier si j'ai assez de capacité, bien sûr, pour pouvoir exécuter. Voilà, je me rends compte que je suis tout juste. Et si je le souhaite, je peux également ouvrir l'écran pour le planifier à quelqu'un qui pourrait exécuter directement. Et donc ici, je vois Quan qui est disponible. Je vais lui donner du travail. Et à ce moment-là, automatiquement, un statut va être affecté à l'ordre. Vous voyez, la couleur a changé pour dire que cet ordre a été planifié. Quan va le voir dans sa charge et la boucle est bouclée. C'est-à-dire que maintenant, je viens de régler tous mes problèmes en quelques clics. Et si je reviens en arrière, vous voyez, dans mes ordres urgents, je n'ai plus rien puisque je l'ai traité. Je reviens en arrière encore une fois. Vous voyez, ordre urgent, aucune donnée, ça a été traité. L'ordre en attente de pièces a également été traité. Ce qui était en retard a également été traité. Et ce qui me reste à faire, c'est encore clôturer cet avis-ci, puisque cet avis, en fait, était un doublon, on va dire, par rapport à l'ordre urgent. Donc, je vais pouvoir me rendre dans l'avis ici. Et je vais sélectionner mon avis et le clôturer. Et parce que je le bloque, bien sûr. Donc, comme on est dans SAP, eh bien, si quelqu'un est dans l'avis, on l'est bloqué comme dans SAP. Donc, ça, c'était l'occasion de vous le montrer. Je vais recommencer maintenant. Je suis sorti de l'ordre, enfin de l'avis, pardon, dans SAP. Et hop, il disparaît également de la liste. Voilà. Et maintenant, on arrive à une situation qui va faire plaisir à mon chef, au patron de la maintenance, pour lui dire, voilà, moi j'avais une situation compliquée, je viens de tout régler. Et mon département, ma partie pour laquelle je suis responsable, normalement, tout est en ordre en fonction de toutes les données qui ont été intégrées dans SAP, puisque tout se met à jour automatiquement. Voilà, c'était très court, c'était juste pour montrer un cas de figure qui peut arriver dans la vraie vie et voir comment, en fait, avec notre outil, on peut régler la situation tout en étant intégré à tous les autres modules dans SAP. Merci Christophe. Bon, on va tenter de répondre aux quelques questions qu'on nous a posées dans le fil. Et s'il y a des questions qui veulent être posées directement, n'hésitez pas, c'est le moment. On va prendre 5 minutes pour répondre à vos questions. Et à partir de là, une fois que toutes les questions ont été soldées, on pourra clôturer ce webinaire. Donc, l'une des premières questions, c'est effectivement, est-ce qu'il y aura un replay qui sera disponible? Oui, tout à fait. Il y aura bien un replay qui sera disponible et on vous enverra le lien par email pour effectivement que vous puissiez le repasser ou le diffuser auprès de vos collaborateurs pour voir ce que R4M est capable de vous proposer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à le poser directement dans le fil. J'ai une question qui est en train de se taper. Alors, quels sont les freins que vous avez rencontrés dans la mise en place d'un outil de planification numérique? Christophe? D'abord, merci pour la question, Karim. Donc, bien sûr, il y a du change management qui est toujours nécessaire. Parce que les gens, généralement, ils sont habitués à utiliser Excel ou un autre programme qui leur permet de s'occuper de la planification. Et donc, la première chose, c'est d'abord vérifier que ces équipes, au niveau de change management, s'ils sont prêts de faire le pas. Et c'est généralement le plus gros frein qu'on a. Parce que l'outil, en tant que tel, on le met en place en 3 jours techniquement. Donc, c'est plutôt facile. C'est complètement intégré à votre système SAP. Ce qui prend plus de temps, c'est l'adoption et, on va dire, le change management. Alors, vous avez vu, l'outil est facile à utiliser, mais il y a des habitudes, des manières de travailler qui sont parfois plus difficiles à changer. Donc, principalement, c'est ça qu'on rencontre sur tous nos projets. Et effectivement, moi, je compléterais l'adoption et la mise en place d'une solution telle que R4M doit être partagée. Il faut une équipe qui soit constituée chez notre client et qu'en face, nous, effectivement, on lui adjoigne une équipe pour répondre à l'ensemble des questions. Les deux font un bon projet. Si on n'a pas une équipe chez le client
qui a de la disponibilité, qui est challengé sur ce projet, ben, on patine un peu et c'est souvent ce qu'on met en avant au démarrage de projet, c'est que les équipes soient au taquet tout au long du projet pour que la mise en place se fasse très bien au niveau des opérationnels et que le change management dont parle Christophe soit parfait. Une autre question, c'est pouvez-vous expliquer l'intégration avec SAP? SAP HR, je vois. Effectivement. Donc, Très cher, c'est ici l'intégration avec les ressources humaines. Donc, chaque entreprise n'a pas nécessairement SAP RH ou HR. Et donc, soit on a SAP HR qui est en place, soit on a un autre programme, comme on en parlait tout à l'heure dans le webinaire, un autre programme des ressources humaines. Et donc, nous, en fait, on peut aller chercher les données dans les deux endroits. Donc, ça veut dire qu'on a une interface qui est prête pour aller chercher les données dans un système externe à SAP, mais également pour directement aller chercher les données qui sont dans SAP. Pourquoi? Parce qu'on est, comme on l'a dit pendant le webinaire, on est directement intégré à SAP. Et ça veut dire qu'on peut aller directement lire les données où elles se trouvent. Voilà, donc on a les deux possibilités. Soit on se connecte directement aux données HR de SAP, soit avec à une interface externe. et on ne remonte que les données qui nous intéressent, hein, pas de données sensibles, qui sont souvent pas partagées effectivement par ou le souhait en interne n'est de pas partager certaines données sensibles. Voilà. Oui, Question suivante, quels indicateurs utilisez-vous pour mesurer l'efficacité de votre planification numérisée? donc, on en a plusieurs, hein, mais le principal, on va dire que c'est la planification. On a aussi tout ce qui est en retard, donc voir par rapport à ce qu'on a planifié, ce qui a vraiment été exécuté. Et ensuite, on va regarder ce qui est en retard, quelle est la raison. Donc, on a un système intégré avec des applications mobiles également, par exemple, qui peuvent donner un feedback terrain. On va pouvoir faire des statistiques sur, tiens, moi j'ai autant d'ordres qui sont en retard, et voici les raisons. Ça peut être la machine n'est pas disponible, la pièce n'est pas disponible, une autre urgence, pas assez de temps pour terminer, parce que quand on prépare un ordre de travail, on se dit que 4 heures peut-être ça va suffire, mais en réalité c'est peut-être 6, 7 ou 8 heures. Et donc, on va pouvoir en fait analyser tout ça derrière pour s'améliorer dans la préparation du travail, parce que c'est grâce à une bonne préparation du travail qu'on va pouvoir après ordonnancer au mieux. Et donc, on va dire que c'est ça les deux principaux qu'on met en avant. Bien sûr, on en a pas mal d'autres. On a une bibliothèque remplie d'indicateurs qui vont vous permettre de vous améliorer dans votre activité de tous les jours. Et bien entendu, ces indicateurs sont liés au persona qu'on va mettre en visualisation, hein. Un responsable de la maintenance, chef d'atelier ne souhaite peut-être pas les mêmes indicateurs qu'un directeur d'usine. Et de ce fait, on va adapter les écrans suivant le persona qu'on va avoir en face de soi. Question suivante, c'est pourriez-vous commenter la complexité de l'intégration si SAP PM est très customisé chez le client? Comment vous procédez pour en tenir compte? Alors, donc, quand vous dites ici customiser, je suppose que vous avez des user exit ou bien des baddies qui sont implémentés chez votre client. Donc, nous, comment on fonctionne R4AM? On va se baser à 100% sur le standard SAP, donc sur tous les composants SAP standard. Et l'idée, quand on fait cela, c'est que si vous avez customisé des choses, vous développez des choses, et si vous les avez mis aux bons endroits dans SAP, nous, on va passer à travers également. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on sauvegarde un ordre de travail, on peut avoir de la logique supplémentaire qui dit « Ah, lorsqu'on sauvegarde un ordre de travail, je veux vérifier ça et ça en plus, et je veux afficher un message d'erreur si on est dans tel cas de figure. » Eh bien, nous, on va passer également par ce code-là s'il est au bon endroit. Pourquoi? Parce qu'on utilise en fait tous les composants standards SAP, et si ça a été bien codé, on peut passer à travers tout ça. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a une question? Franck, je ne t'entends plus. Oui, Pardon, excuse-moi, j'avais mon micro qui était coupé. Comment la numérisation a-t-elle modifié votre manière de prioriser les interventions? C'est une très bonne question. Donc, en fait, le point clé ici, c'est que les données soient dans SAP. Donc, plus vous mettez de données dans SAP, plus vos données de base sont complètes, plus vous allez avoir facile à prioriser vos tâches. En fait. Pourquoi? Parce que vous avez
bien sûr la priorité d'une intervention, mais vous avez aussi la criticité d'un équipement. Vous avez l'intégration avec la production, comme on l'a vu. Quand vous avez tout dans un écran, en fait, c'est beaucoup plus facile pour prendre les bonnes décisions. Et donc, si les données de base sont correctes, si vous réévaluez la criticité des équipements chaque année et que vous l'intégrez dans vos données de base, si vous avez une intégration avec la production, eh bien, en fait, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile déjà pour voir ce qui est prioritaire et surtout, en fait, c'est visible également pour la production. Donc, en d'autres mots, la production va aussi pouvoir vous aider à, comment dire, à prioriser les tâches que vous pouvez faire en premier ou non en fonction de ce qu'ils vont faire eux. Pourquoi? Parce que comme on est dans SAP, soit on a la vue maintenant, soit on a la vue production ou exploitation. Et à ce moment-là, en fait, ça devient très clair. Et bien sûr, à côté de ça, donc, le cas de figure dont on a parlé, donc l'usine qui se trouve en Angleterre, eux, ben, ils avaient beaucoup de préventifs, mais ils avaient également beaucoup de correctifs. Et donc, ce que l'outil a pu les aider dans le sens où, en fait, tout le préventif, ils pouvaient le faire à temps. Et comme ils le faisaient à temps, il y avait moins de correctifs. Et donc, ils se sont dit, ben voilà, nous, ce qu'on va faire, c'est on va optimiser notre préventif pour être sûr que ça se passe toujours dans les temps. Et ils se sont rendus compte à ce moment-là que le correctif allait diminuer, même si le correctif à l'époque était critique. Mais ils se sont dit, ben non, on va focaliser un maximum sur le préventif, tout en faisant bien sûr le correctif qui est vraiment très urgent. Et en faisant ça, ils se sont rendus compte en fait que le correctif critique a commencé à diminuer. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans le bon. Et donc, c'est aussi, c'est encore une fois, quand on a toutes les contraintes sur l'écran, on va commencer à prendre les bonnes décisions et on va pouvoir discuter avec toutes les parties prenantes pour voir par quoi on débute et ensuite quelle est l'étape suivante. Et donc, dans ce cas de figure, ça a porté ses fruits. Ok. Une autre question, la solution est-elle compatible avec SAP Business Suite ou S4HANA uniquement? Alors, c'est une très bonne question parce que les écrans ressemblent à S4HANA. Pourquoi? Parce qu'on est dans le SAP Launchpad. Alors, notre solution, elle fonctionne avec les deux, avec ECC et S4HANA. C'est le même produit entre les deux. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas maintenir un produit différent en fonction de si vous êtes sur ECC ou S4HANA. Les utilisateurs finaux, ils vont travailler dans ECC avec notre outil et ensuite, ils vont passer sur S4HANA. Pour eux, ça sera transparent. Ils ne vont pas voir la différence. Ils vont continuer à travailler avec l'outil. Voilà. Et donc, on a des clients qui sont sur ECC, on a des clients qui sont sur S4 et on a même des clients en fait qui sont en migration pour le moment. Et voilà, comme c'est le même produit, ça ne pose aucun problème. J'ai encore une question qui va arriver. Est-ce que Merci pour le feedback, Karim. Est-ce que cette solution est sur le cloud ou en premise? Alors, les deux. Donc, on a deux types de déploiements possibles. Donc, pour expliquer peut-être un peu techniquement, donc on a deux packages. On a un package pour le connecteur dans le back-end. Et puis, on a, en fonction du type de déploiement et de votre stratégie IT, si vous voulez aller cloud ou on-premise, on aura un package en fonction. Et donc, on fonctionne sur les deux. Donc, ça dépend vraiment de votre stratégie IT. Ok. S'il y a encore des questions. Parfait, je pense qu'on va pouvoir clôturer. On vous a remis dans cette slide l'ensemble des clients qui nous ont fait confiance et qui nous font encore confiance sur notre solution R4RM. Toutes n'ont pas l'ensemble des modules qui est capable de vous proposer Ready for Asset Management. Donc, effectivement, on adapte notre solution aux besoins de notre client, soit sur de la mobilité, soit sur de la planification, soit sur du work permit. L'objectif, effectivement, c'est de proposer la solution qui convient le mieux à notre client. Voilà. On va pouvoir clôturer ce webinaire. On vous remercie de votre attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les adresser à franck.albini@soapeople.com. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et comme je vous l'ai précisé, on vous fera parvenir le replay de ce webinaire par mail. Merci et excellente journée à vous. Au revoir tout le monde.